Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre podcast, les États-Unis ont passé la deuxième vitesse sur les négociations avec la Russie concernant l'Ukraine, mais les dirigeants européens n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les Européens disposent d'éléments dont les Américains ont besoin pour leur propre géopolitique. La région flamande est-elle privilégiée par le nouveau gouvernement ? C'est la question que le Parti socialiste a soulevée dans plusieurs domaines. On voit qu'il y a vraiment un prisme très régionaliste dans certaines décisions d'investissement. Restez à l'écoute pour votre plein d'analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Ce lundi, une dizaine de dirigeants européens et la présidence de l'OTAN se sont réunis à Paris pour discuter de la situation de l'Ukraine et des négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine. À la conférence de Munich sur la sécurité, l'administration américaine s'est montrée ferme envers l'Europe et a laissé entendre que l'UE pourrait être exclue des pourparlers de paix, fragilisant ainsi les relations transatlantiques. Estelle Aurix, chercheuse à l'Institut Royal Supérieur de Défense. La forme est assez brutale pour les Européens qui comprennent que s'ils ne se ressaisissent pas très rapidement, d'où la conférence aujourd'hui à Paris, ils risquent de ne pas être à la table des négociations, mais de plutôt être au menu des négociations. L'Europe, écartée des négociations, devrait également financer 3,1 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Comme l'explique Bertrand Candelon, professeur de finance internationale à l'UCL, cette somme inclut une hausse des dépenses de la défense à 3,5% du PIB pour financer une force de maintien de la paix de plusieurs dizaines de milliers de soldats. On voit certains pays qui sont déjà en procédure de déficit excessif, dont la Belgique, dépenser 1 ou 2% de plus pour la défense. C'est 1 ou 2% de moins pour les autres postes qui sont déjà très exsangues. Et en termes de dépenses publiques, on n'a pas la place. Ça va être très difficile de motiver une augmentation des dépenses publiques militaires de 2%, alors que dans le même temps, on réduit les dépenses de sécurité sociale ou de pension. La posture de l'administration américaine a surpris les dirigeants européens. Pourtant, Estelle Aurix souligne que l'Union dispose elle aussi de moyens de pression. Des bases américaines, des bases de maintenance, des bases militaires de maintenance et de logistique qui se trouvent sur le sol européen, qui sont des bases qui, pour les Américains, ont un intérêt géopolitique, non seulement en Europe, mais aussi dans d'autres contrées du monde comme le Proche-Orient. Et donc, peut-être essayer de rappeler aux Américains que les Européens disposent d'éléments dont les Américains ont besoin pour leur propre géopolitique. La faiblesse de l'Europe est de trouver une voix qui représente les 27 pays, une union qui en fait aussi sa force. Estelle Aurix pour terminer. L'Europe, sa force, c'est d'avoir 27 pays, 23 pays européens qui sont membres de l'OTAN, mais la difficulté aussi par moment, c'est de parler d'une seule voix. Et on voit d'ailleurs ces dernières années qu'il y a certaines dissonances au sein des Européens, lorsqu'on entend parler par exemple le président hongrois Viktor Orbán ou Monsieur Fico pour la Slovaquie. Donc tout cela est assez compliqué. Aucun engagement officiel ne sera pris à l'issue de ces négociations, même si les débats ont tourné autour du rôle de Londres et de la rencontre entre Keir Starmer et Donald Trump la semaine prochaine. Z sur 7 à la une. La NVA va-t-elle privilégier l'économie flamande ? Pour Thomas Dermine, l'accord gouvernemental est communautaire. Le bourgmestre socialiste de Charleroi et ex-secrétaire aux investissements stratégiques estime que les nationalistes flamands ont obtenu des portefeuilles ministériels clés qu'ils mettront au profit de la région flamande. On voit qu'il y a vraiment un prisme très régionaliste dans certaines décisions d'investissement.
par la Flandre, et qu'aujourd'hui on a un triangle infernal avec le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Finances qui concentrent tous les leviers économiques, et ça ne se fera pas malheureusement en faveur de la Wallonie. Thomas Dermine mentionne l'industrie de l'armement qui se trouve principalement en Wallonie. L'augmentation des dépenses militaires des pays européens amènera plus d'activité dans le secteur. L'industrie de la défense est aujourd'hui largement dominée par la Wallonie. C'est historique, on a dans le bassin liégeois des armuriers depuis des générations, depuis des siècles, avec aujourd'hui encore des leaders mondiaux, que ce soit la Fabrique nationale à Herstal, FN Browning, que ce soit John Cockerill. Eh bien, demain, est-ce qu'un ministre de la Défense qui est incapable de dire vive la Belgique va vouloir consentir à des investissements importants en province liégeoise, ou est-ce qu'au contraire, il va dire tiens, ça doit être compensé avec des investissements dans le Limbourg ou ailleurs? Le bourgmestre de Charleroi dénonce la réduction des subsides pour le réseau d'hydrogène qui compromet son extension en Wallonie et pénalise les entreprises énergivores comme celles du ciment, de la chaux ou du verre. En Belgique, il y a une forme de manque de solidarité, c'est-à-dire que on ne va pas se dire tiens, on va construire sur un développement industriel potentiel en région liégeoise, on va chercher à compenser dans une région qui est la région la plus riche en Flandre, ça n'a pas de sens. Idem dans le spatial, c'est un secteur historiquement fort en Wallonie, on voit que c'est un secteur qui va être définancé. Donc il y a des vrais sujets d'attention pour le gouvernement fédéral. La nouvelle majorité n'est pas épargnée par l'opposition qui suivra de près les développements économiques du gouvernement de Wever. Z sur 7 à la une. DeepSeek, l'IA chinoise qui a chamboulé la communauté internationale ces dernières semaines, revient au devant de la scène, mais cette fois-ci, comme le souligne Jean-Marc Boxus, directeur de BCG Platinion, elle fait face à une série de critiques. Du point de vue de l'architecture technique utilisée, il y a quelques vulnérabilités de sécurité. Les protocoles d'encryption, par exemple, ne sont pas les derniers et les plus à niveau. La deuxième chose, c'est qu'on parle de data privacy. On remarque que DeepSeek capture quand même beaucoup plus de données, que ce soit l'input des utilisateurs, mais également les touches qu'ils vont toucher sur leur clavier, ce genre d'informations-là, qui pose la question de savoir qu'est-ce qui est fait avec ces données. Hugues Bersini, chercheur en IA à l'ULB, relève de son côté les biais de l'intelligence artificielle qui reproduit les censures du gouvernement chinois. Alors c'est clair que les Chinois ont transmis à DeepSeek leur manière de voir le monde. Donc c'est sûr que DeepSeek se censure pour tout ce qui ne plaît pas au gouvernement chinois. Il y a des choses dont vous ne pouvez pas parler avec DeepSeek. En revanche, les Américains ont plutôt favorisé une grande liberté d'expression. Plusieurs gouvernements ont limité l'accès à DeepSeek pour des raisons de sécurité nationale, mais l'entreprise a prévu une solution pour contourner ces nouvelles régulations. Hugues Bersini, toujours. Ce qui est intéressant dans le cas de DeepSeek, c'est qu'il vous donne la possibilité de télécharger, vraiment de prendre le modèle et de l'utiliser chez vous, sur vos propres serveurs. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça d'ailleurs, ce qui d'une certaine manière les protège, puisque dès lors qu'ils ont le modèle chez eux, ils ne sont pas obligés d'envoyer leurs données à l'étranger, ils peuvent laisser leurs données chez eux et utiliser le modèle en local. Les experts rappellent qu'aucune entreprise de la tech n'est neutre politiquement. Facebook, comme Google, stocke de nombreuses données. Il est important cependant de tester plusieurs plateformes selon les experts. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. YouTube investit de plus en plus dans l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur et simplifier l'accès au contenu. Aujourd'hui, avec Christophe Charlot, on parle de 2 outils majeurs qui sont en préparation. Le premier, un résumé automatique des vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors l'un des outils les plus intéressants, qui est déjà testé sur Android et intégré dans Google Docs et Gmail, ça permet de générer un résumé automatique des vidéos. Grâce à Gemini Flash 2.0, l'IA analyse une vidéo longue et en extrait les points clés. Alors c'est hyper utile pour comprendre rapidement le contenu d'un tutoriel ou d'une vidéo éducative, obtenir les étapes clés d'une recette de cuisine par exemple, sans devoir tout visionner, ou lire une retranscription complète sans perdre de temps. Ça, évidemment. Alors par contre, ça marche surtout sur des contenus relativement structurés, comme des présentations, des conférences. C'est ce qui va nous intéresser le plus dans l'univers professionnel. C'est vrai que sur des vidéos de divertissement ou sur des vlogs, l'intérêt est plus limité.
Le deuxième, YouTube va aussi utiliser l'IA pour estimer l'âge des utilisateurs. Comment ça marche ? YouTube veut effectivement renforcer la protection des plus jeunes et prévoit d'utiliser le machine learning durant l'année 2025 pour deviner l'âge des utilisateurs sans qu'ils aient à entrer leur date de naissance. L'intelligence artificielle analysera les comportements de visionnage pour différencier les adultes des jeunes utilisateurs. L'objectif étant évidemment de mieux filtrer les contenus inappropriés, mais aussi, vous vous en doutez, d'améliorer les recommandations de vidéos. La question sera celle de la précision, évidemment, d'un tel outil, parce que si YouTube se trompe et restreint l'accès à des vidéos qui ne devraient pas l'être, ou au contraire qu'il laisse passer des contenus inadaptés, ça risque de créer débat. Et pour terminer, à quoi peut-on s'attendre de la part de YouTube en termes d'intelligence artificielle pour cette année ? Alors, dans son dernier billet de blog, YouTube dévoile ses grandes ambitions justement pour 2025 et il y a 3 axes forts qui ressortent. Un, c'est évidemment toujours plus d'intelligence artificielle pour accompagner les créateurs, avec des outils de montage automatisés, de recommandation de contenu plus intelligents. Une protection renforcée des utilisateurs, on en a un petit peu parlé, notamment les mineurs. Et enfin, l'explosion des formats courts et interactifs. Donc YouTube prévoit que ce soit vraiment les vidéos comme les shorts qui vont cartonner et qui vont prendre encore forcément plus d'ampleur face à TikTok et Instagram, notamment les Instagram Reels. Donc YouTube veut clairement s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation tout en misant sur l'intelligence artificielle comme un levier d'amélioration. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. La bourse européenne va bien, même très bien. Pour terminer cet épisode, Vincent Juvains de la banque JP Morgan vient donner son regard décalé sur les cours des marchés boursiers. Les bourses européennes se portent très bien et sont même supérieures à la bourse américaine et l'écart continue à se creuser. C'est vrai que l'Europe affiche de belles prestations depuis le début de l'année. La plupart des bourses européennes affichent des performances à 2 chiffres. On est aux alentours de 10%, alors que Wall Street se contente d'un maigre 4,1%. Alors c'est pas commun. Si je regarde la performance moyenne au cours des 10 dernières années, Wall Street c'était 13,1%, 7,3% seulement pour l'Europe. Donc, historiquement, comme vous l'évoquiez, c'est vrai que ces dernières années, c'est plutôt l'avantage aux États-Unis qu'à l'Europe. Et là, il se passe quelque chose, évidemment, qui est plutôt intéressant, des investisseurs qui reviennent sur ces marchés. Un retour des bourses européennes qui s'explique par plusieurs facteurs clés. Il faut d'abord signaler que les bourses européennes sont bon marché. Wall Street affiche des records après records ces dernières années, donc Wall Street est cher. Si je regarde la valorisation du marché américain exprimée en ratio cours-bénéfice attendu au cours des derniers mois, on est à 22,3 fois aux États-Unis, alors qu'en Europe, ça se négocie à 15,5. Donc on est 30-40% moins cher en Europe. Alors certes, pour des perspectives bénéficiaires qui sont moindres, mais enfin la décote est quand même historique. Cette décote, elle a toujours existé. Les marchés européens sont en général 10 à 20% moins chers que les États-Unis pour plein de raisons, mais aujourd'hui la décote elle est plutôt de 35-40%, donc c'est vrai que là il y a un signal pour les investisseurs. Et puis il faut signaler que cette décote historique, elle est due notamment à la composition sectorielle des indices, beaucoup plus de technologie aux États-Unis, et on sait que la technologie affiche des croissances bénéficiaires plus importantes, donc c'est plus cher, plus de bancaires, plus de secteurs industriels en Europe qui ont été pénalisés ces dernières années. Mais enfin, la décote, on la voit sur la technologie, mais on la voit sur tous les secteurs. Donc il y a un réel intérêt aujourd'hui de valorisation à revenir sur ces marchés européens. Les taux européens représentent aussi un facteur dans ces résultats. C'est évidemment quelque chose qui supporte assez bien les marchés européens, certainement d'un point de vue relatif par rapport aux États-Unis. Alors on a vu que la Réserve fédérale américaine n'a pas baissé les taux, elle rechigne à le faire. L'inflation demeure assez présente aux États-Unis et l'incertitude autour de l'inflation demeure importante du fait du programme de Donald Trump. En Europe, par contre, c'est pas le sujet. Si les taux américains restent au-delà de 4%, on est déjà en dessous de 3% en Europe, on est à 2,75, et on peut estimer que d'ici un an, les taux américains seront toujours aux alentours de 4%, tandis qu'en Europe, on devrait être en dessous de 2%. C'est bon pour un certain nombre de secteurs, et notamment un secteur qui pèse lourd au sein des marchés européens, le secteur financier, qui affiche une performance de presque 15% depuis le début de l'année, 15% depuis le début de l'année. Donc on l'a vu, dans les grands noms de la cote, même en Belgique, affichent de très très bons résultats, ça se retrouve en bourse. Et pourquoi ? Baisse des taux,
augmentation des demandes de crédit, c'est bas-Thibault en ce moment, les demandes de prêts hypothécaires se multiplient. Évidemment, plus d'activité en termes de crédit, c'est évidemment bénéfique pour les institutions bancaires européennes. Et puis il y a un autre facteur, en plus des taux, c'est que quelque part ce qui pénalisait les actions européennes ces dernières années, c'était le contexte politique et géopolitique qui était incertain. On a enfin un gouvernement en Belgique, on a un budget en France, on aura peut-être un gouvernement pro-croissance en Allemagne, on verra, et on nous annonce un plan de paix sur l'Ukraine. Ce sont autant d'épées de Damoclès qui disparaissent et qui permettent aux investisseurs de, en tout cas, retrouver de la valeur sur les marchés européens. Les marchés européens se portent bien et attendent de la croissance dans plusieurs secteurs du vieux continent. Il faudra garder un œil sur le développement de la bourse en Europe. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne ? Demain, vous retrouverez Peter de Keyser qui donnera son point de vue sur les subventions de l'État, ainsi que vos analyses quotidiennes du monde économique. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.